Bien, bonjour à tous, je vais vous présenter un petit peu les principes de l'entraînement en audition, l'entraînement auditif ça a été un petit peu remis à jour, merci à Airfit ou Profonia de remettre ça un petit peu sur le devant de la scène. C'est pas quelque chose de nouveau, il y a des études depuis plus d'une cinquantaine d'années sur l'entraînement auditif, mais en tout cas ça revient fortement sur le devant de la scène et c'est une très bonne chose. Donc moi je vais vous présenter principalement des résultats d'études qui ont été menées aux États-Unis avec des logiciels informatiques. On le sait bien, le déficit d'intelligibilité dans le bruit est un problème important de notre quotidien avec nos patients. Ce problème d'intelligibilité dans le bruit vient en premier lieu d'un manque d'audibilité et ça, on peut y remédier plutôt bien grâce aux aides auditives et c'est quelque chose qu'on peut faire et trop souvent on ne le fait pas suffisamment. Il m'arrive souvent d'avoir au laboratoire des patients qui viennent d'ailleurs avec des appareils réglés insuffisamment fort ou un manque de gain, etc. et qui veulent changer d'appareil, avoir des appareils plus performants pour mieux comprendre dans le bruit. Oui, mais si on n'entend pas suffisamment de choses, voilà, la première raison de ce problème d'intelligibilité dans le bruit, eh bien, c'est un déficit d'audibilité. Et dans toutes les études sur l'intelligibilité dans le bruit, on souligne cette importance de l'audibilité. Si on n'entend pas, on n'a aucune chance de pouvoir comprendre. Et donc, du coup, il faut vraiment insister là-dessus et faire cet effort avec les patients de pouvoir réhabiliter le mieux possible leur audition et bref, de monter les gains au maximum de ce qu'ils peuvent supporter. Alors, le deuxième problème, la deuxième cause de difficultés dans le bruit, eh bien, c'est les atteintes de la cochlée et les problèmes de cellules ciliées externes et de cellules ciliées internes. Et donc, du coup, on va avoir ces déficits de sélectivité fréquentielle qui peuvent induire des difficultés de compréhension dans le bruit. Et les améliorations des appareils auditifs permettent du coup, avec les débruiteurs, on a vu hier plusieurs présentations extrêmement intéressantes qui vont dans ce sens de pouvoir améliorer la compréhension dans le bruit et de pallier un petit peu ces dysfonctionnements de traitement des cellules ciliées internes. Donc sur cette phase-là, on est en progrès. Mais après, si on regarde pour l'intelligibilité dans le bruit, l'audibilité, c'est un facteur qui est corrélé avec la compréhension dans le bruit, mais ça n'explique pas tout. Ce n'est pas parce qu'on a l'audibilité qu'on peut connaître à l'avance les scores d'intelligibilité dans le bruit. Les déficits de cellules ciliées externes et internes, ce n'est pas parce qu'on connaît le nombre ou on a une idée de déficit de cellules ciliées externes qui sont défectueuses qu'on va pouvoir planifier, enfin on va pouvoir estimer l'intelligibilité dans le bruit. C'est pas parce qu'on a une mauvaise sélectivité fréquentielle qu'on va avoir des scores d'intelligibilité dans le bruit qui vont être déterminés uniquement par ça. Les corrélations ne sont pas aussi fortes que ça. Il y a du coup le troisième élément qui est évidemment plus central et plus cognitif et c'est là tout l'intérêt d'une rééducation et d'un entraînement auditif. Donc le but de l'entraînement auditif, c'est d'améliorer l'identification des indices de la parole qui sont oubliés du fait de la perte auditive. C'est également de renforcer les circuits automatiques de traitement de la parole et d'augmenter la rapidité de ces circuits au niveau neurologique et enfin d'améliorer les capacités de communication et ainsi la qualité de vie des patients. Donc, il y a 50 ans, donc, si on fait une recherche sur PubMed, par exemple, pour voir un petit peu tout ce qui a été fait sur l'entraînement auditif ces dernières années, eh bien, on retrouve des articles qui ont 40 à 50 ans. Dans ces études sur l'entraînement auditif, eh bien, au départ, l'entraînement auditif se faisait
en face à face avec des professionnels, et puis petit à petit avec des CD, puis des DVD, et enfin des ordinateurs, des tablettes et des smartphones ces dernières années. Et donc, il y a eu des études qui ont été menées avec ces différents systèmes. Et c'est vrai que d'un point de vue technologique, eh bien, on a maintenant des systèmes qui fonctionnent bien ensemble. Et avec les appareils auditifs qui peuvent se connecter directement au téléphone portable, eh bien, ça n'a jamais été aussi facile de pouvoir s'entraîner directement avec les appareils auditifs pour nos patients. Donc les programmes principalement utilisés aux États-Unis depuis un bon moment, depuis 10 à 20 ans maintenant, et qui évoluent, puisque par exemple LACE, il y avait une version en DVD, maintenant ensuite une version sur PC, et puis maintenant une version sur tablette, smartphone, etc. Donc Brain HQ, qui avant s'appelait Brain Fitness, LACE et Clear, donc sont les trois logiciels les plus fréquemment cités dans les études. Alors que font ces logiciels ? Ce sont donc du coup des programmes d'entraînement qui vont travailler sur la discrimination de phonèmes, sur la discrimination également de morphèmes. Donc on peut avoir le morphème, c'est le plus petit élément qui fait sens. Alors, par exemple, dans le mot chanteur, eh bien, il y a deux morphèmes. Il y a chant pour indiquer que ça s'intéresse au chant, et puis heure, le deuxième morphème, qui indique que c'est la personne qui chante. Donc, un morphème, ce n'est pas vraiment une syllabe, parce que dans le mot pomme, par exemple, il n'y a qu'un morphème, il n'y a pas d'unité qui fait sens. Mais bon, voilà, des petits exercices comme ça sur la discrimination et l'identification de morphèmes. Il y a beaucoup d'exercices sur les mots les plus utilisés, parce que finalement, dans la vie de tous les jours, eh bien, on utilise un nombre assez limité de mots. Parfois, on voit des ordres de grandeur de 300 à 600, 800 mots, les plus utilisés. Bien sûr, il y a des exercices de compréhension dans le bruit, des compréhensions de discours d'une façon plus générale. Il y a parfois, sur certains logiciels, des entraînements avec des stimuli audiovisuels, avec de la lecture labiale et en même temps du son. Il y a également des exercices plus cognitifs sur la mémoire de travail auditive, sur l'attention auditive. Donc pas mal d'exercices alliant à la fois l'auditif et le cognitif, et on verra que c'est très important pour l'entraînement auditif de concilier ces deux choses, parce qu'on n'est pas uniquement dans l'identification de phonèmes, sinon on travaillerait uniquement avec des logatomes et ça suffirait à avoir des bons résultats, et ce n'est pas le cas. Il y a également aussi des exercices de stratégie de communication, etc. Donc je vous ai mis deux petits exemples d'exercices à la fois d'entraînement auditif et cognitif. Donc ils prennent des petits jeux qui sont des exercices cognitifs. C'est pas forcément des choses très élaborées et très complexes. Quand on les voit, ça reste des petits exercices comme ça, comme des petits jeux qu'on a pu faire aussi enfant. Voilà. Les bénéfices reflètent-ils, quand on a des études, on voit souvent des bénéfices de l'entraînement auditif, mais il faut toujours se poser la question, et en particulier s'il y a des étudiants qui travaillent sur l'entraînement auditif, il faut toujours se poser la question, quels bénéfices on voit et qu'est-ce que ça reflète? Parce qu'il y a l'apprentissage procédural qui est l'apprentissage de la tâche. Et ça, quel que soit le test de compréhension qu'on fait, la vocale, le matériel vocal qu'on utilise, eh bien on aura toujours une étape, une phase d'entraînement et d'apprentissage de la tâche. On a fait pas mal, j'ai fait pas mal de tests avec des logatomes, et donc moi au début dans mon imaginaire, sur les logatomes il n'y avait pas vraiment d'apprentissage. Et en fait finalement, quand on faisait et on refaisait les tests, eh bien, on s'est rendu compte qu'il y avait quand même un apprentissage de la tâche, parce qu'au départ, ça reste quand même surprenant de devoir identifier des logatomes. Donc, quel que soit le matériel qu'on va utiliser, le matériel vocal, il y aura toujours un moment où il y aura un apprentissage procédural, et donc du coup, il ne faut pas garder les premiers résultats quand on veut essayer d'évaluer des progrès.
il y a une étape qui correspond à cet apprentissage-là, et c'est pas cette étape-là qu'on a envie de mesurer dans les études. Il y a une deuxième étape qui est l'étape de l'apprentissage du contenu, apprendre les mots, apprendre les logatomes, se rendre compte que c'est un petit peu toujours les mêmes logatomes qui reviennent ou certains mots qu'on a déjà identifiés. Donc il y a une part d'apprentissage de contenu et c'est pas non plus ce qu'on a envie de mesurer, donc il faut bien faire attention à tout ça. Ce qu'on a envie de mesurer, c'est l'apprentissage de la perception et le fait que la personne ait une meilleure analyse de la parole dans le bruit. C'est ça qu'on veut vraiment mesurer et donc du coup, il faut mettre tout en œuvre dans les études pour éliminer l'apprentissage procédural, enfin en tout cas éliminer la mesure de cet apprentissage procédural et de l'apprentissage de contenu. Donc il y a beaucoup d'études sur l'entraînement auditif et donc il y a des très belles revues d'articles qui passent en revue tout un tas d'articles et qui en font la synthèse. Donc là, en voici 3 revues d'articles intéressantes. La première qui avait été menée de 1996 à 2012 avec 229 articles publiés et 13 retenus parce qu'ils avaient des critères et un niveau de preuve plus important que les autres, et puis des protocoles et des choses comme ça qui permettaient d'avoir des résultats plus fiables. Entre 2012 et 2018, du coup, une autre revue d'articles qui a pris la suite de la première revue. Donc là, dans cette deuxième article, 265 articles examinés, 16 études retenues avec les critères suivants. Donc un groupe de contrôle, parce que, comme je vous ai dit avant, quand on fait un test de compréhension dans le bruit, qu'on en refait un autre, on peut progresser, mais ce n'est pas forcément l'entraînement auditif. Donc, il faut contrôler ça quand on va faire les études. Également beaucoup d'articles qui s'intéressaient par exemple à l'entraînement auditif chez les patients implantés. Donc là, c'est une revue d'articles chez des patients qui portent des aides auditives. Également, un critère, c'était d'avoir des essais qui étaient randomisés et contrôlés. Donc, et puis, une méthode en fonction des méthodes d'évaluation et du design de l'étude, eh bien, les articles ont été retenus ou pas dans la revue. Et puis, la troisième revue d'articles, celle-ci, elle s'intéresse beaucoup plus à l'aspect cognitif de l'entraînement et donc un entraînement auditivo-cognitif et qui a retenu du coup 9 articles. Alors un exemple d'étude, c'était une étude de Woods en 2015 qui s'est intéressée principalement, qui a été un entraînement auditif principalement sur des logatomes. Donc vous voyez beaucoup de logatomes, 4800 logatomes avec deux types de voix, des interlocuteurs donc, et qui du coup s'intéressait à l'identification des phonèmes, soit en début, vous voyez, c'est des logatomes CVC, consonne, voyelle, consonne, et donc du coup, avec des mesures de l'onset, de la première consonne, et puis de la coda, la consonne finale. Donc, dans cette étude, 16 sujets presbyacousiques et puis 16 sujets normand-entendants qui constituent le groupe de contrôle, un entraînement auditif d'1 heure par jour pour le groupe entraîné, presbyacousique, 5 jours par semaine sur plusieurs mois, et les progrès sur l'identification des logatomes est importante. Un décalage de 9 décibels du SRT sur les voix familières, c'est-à-dire les voix qui étaient dans l'entraînement, et un décalage de 7 dB du SRT sur d'autres voix, avec une amélioration significative pour 94% des sujets. En revanche, peu d'amélioration du SRT sur des tests de phrases. Donc là, on touche un petit peu du doigt la différence entre s'entraîner sur une tâche, progresser sur cette tâche-là, et après, pouvoir généraliser ces progrès sur d'autres types d'exercices d'évaluation où l'objectif, c'est que le patient ressente ses progrès dans sa vie au quotidien, et donc pas uniquement sur de la compréhension de logatomes. Un autre exemple d'étude, alors celle-ci c'est je pense la dernière publiée, puisqu'elle a été publiée en octobre 2019. Donc une étude très bien menée, une étude prospective en double aveugle, randomisée avec des sujets adultes entre 54 et 80 ans, avec une application, avec 3 groupes en fait. Un premier groupe qui s'entraîne avec une application, un deuxième groupe qui a un effet placebo avec un livre audio,
donc qui utilisera la tablette le même temps que les autres personnes du groupe application, qui verra qui a vu du coup les chercheurs autant de fois et qui a autant d'implications dans son appareillage et dans les tests d'évaluation que le groupe test, donc ce groupe qui s'appelle groupe placebo, et un groupe du coup passif qui du coup n'a aucun entraînement avec application et qui n'a pas non plus ce placebo, mais qui fera tous les tests d'évaluation. Et donc du coup, il y a eu 51 patients éligibles, 45 personnes étaient intéressées par cette étude et 43 personnes ont fait le protocole en entier. Et donc c'était un protocole avec 300 mots fréquents et 800 phrases, avec 6 interlocuteurs, 3 hommes, 3 femmes, pendant 5 semaines, à raison de 3 fois par semaine, mais des grosses séances, environ 90 minutes par session, avec 5 types d'exercices d'environ un quart d'heure chacun, avec des pauses entre. Voilà. Les résultats sont les suivants, c'est ce qu'on peut voir en haut, du coup, une amélioration significative sur le matériel entraîné. Ça, c'est la plupart, enfin, quasiment tout le temps, si on s'entraîne sur du matériel, eh bien, on va pouvoir mesurer des progrès qui vont être significatifs. Quelque chose qui a été mesuré également, c'était le maintien des résultats dans le temps. Combien de temps peuvent durer ces résultats d'amélioration? Et donc, ils ont trouvé en moyenne 8 mois de maintien. Donc, c'est une moyenne. Pour certaines personnes, ces progrès diminuent plus précocement. Pour d'autres, ça dure plus longtemps. Pas d'amélioration significative sur d'autres tests et pas d'amélioration significative sur les questionnaires non plus dans cette étude. Donc, pas vraiment de généralisation des résultats. Alors, cette notion de généralisation des résultats, elle est primordiale, puisque le but, ce n'est pas uniquement de progresser sur un test sur lequel on s'entraînerait. Donc, on distingue sur l'entraînement l'efficacité sur un entraînement à la tâche qu'on appelle on-task learning, et puis ce que j'appelle là du coup ce qu'on appelle des progrès sur des tâches plus généralisées, donc le off-task learning. Donc, s'il y a une nécessité dans les études d'évaluer ces deux progrès, et de mettre un groupe contrôle pour voir un petit peu les progrès qu'on pourrait avoir, mais qui ne seraient pas dus à un entraînement auditif. Donc si on prend maintenant un plus large nombre d'études, en regroupant un petit peu ce qui était relié dans les revues, en compilant un petit peu tout ça et en rajoutant quelques autres études, on se retrouve que sur le on-task learning, donc sur les bénéfices sur la tâche, il y a 13 études sur 29 qui ne mesurent pas les progrès sur la tâche entraînée, parce qu'ils sont partis du principe que finalement, si on s'entraîne sur une tâche, c'est normal de progresser sur cette tâche-là, et que du coup, ce n'est pas ce qu'on veut vraiment mesurer, on veut plus mesurer une généralisation de ces résultats. Et donc, sinon, pour les autres études qui se sont intéressées du coup à ces progressions sur les tâches entraînées, les autres vont du coup reporter une amélioration significative. Il y a 2 études qui du coup rapportent une amélioration avec des voies différentes, mais sur la même tâche. Donc par exemple des mots fréquemment utilisés ou des logatomes, mais avec des locuteurs différents. Et donc on est déjà dans une généralisation proche des résultats, c'est-à-dire qu'on ce n'est pas exactement le matériel sur lequel on a été entraîné qui est utilisé. Donc, sur la généralisation des résultats, il y a une généralisation proche, donc sur du matériel assez proche du matériel phonétique qui a été utilisé pour l'entraînement. Et il y a des généralisations plus lointaines qu'on va mesurer du coup grâce à des questionnaires d'écoute, des questionnaires de qualité de vie ou encore des tests cognitifs.
Donc 21 études sur 29 notent une amélioration significative sur au moins un des tests non entraînés. Donc on voit des améliorations significatives sur des tâches non entraînées. Simplement, la plupart du temps, on évalue ces bénéfices avec plusieurs tests de compréhension dans le bruit, des QuickSync, INT. Dans la plupart des études, on utilise plusieurs tests vocaux différents et c'est très rare qu'ils soient tous significatifs, que les progrès soient tous significatifs, mais au moins dans un des tests non entraînés, on peut noter des progrès. Cependant, il y a donc 8 études sur 29 qui ne trouvent pas de bénéfices significatifs sur aucune évaluation non entraînée, aucun test non entraîné. Les bénéfices auxquels on peut s'attendre, alors ça dépend du matériel utilisé, à la fois pendant l'entraînement, puis également lors de l'évaluation. Donc par exemple, dans plusieurs études, on retrouve à peu près ces ordres de grandeur d'un décalage de 2 décibels du SRT, ce qui va correspondre, suivant les tests qu'on utilise, si c'est des tests de phrases ou des tests de mots, à plus ou moins 20 à 30% d'intelligibilité en plus. Alors, Olson, par exemple, souligne que les sujets qu'ils ont testés, c'était plutôt des surdités légères à moyenne, et que du coup, ils avaient un déficit au test du QuickSync de uniquement 7 décibels, et que peut-être que si ces personnes étaient plus déficientes, eh bien, elles auraient une possibilité de progresser davantage. À noter aussi que dans plusieurs études, les anciens appareillés ont moins de bénéfices que les nouveaux appareillés. Et ceci donc, dans des études où on prend un groupe contrôle, puisqu'on sait que quand on va adapter les appareils, au départ, on va mettre un réglage qui va être plutôt faible, et puis qu'on va augmenter petit à petit ce réglage pour arriver à une bonne correction. Tout ça, c'est en général plutôt bien contrôlé dans les bénéfices, enfin dans l'analyse, et du coup les bénéfices pour les nouveaux patients semblent quand même être plus importants que chez des patients déjà entraînés, déjà appareillés et qui du coup auraient fait en quelque sorte un entraînement écologique dans la vie de tous les jours à s'habituer aux appareils et à comprendre un petit peu plus en situation bruyante. Alors comme les progrès sur les tâches non entraînées sont moins importants que les progrès sur les tâches entraînées, eh bien du coup, Thymeray et ses collègues, du coup, en 2016, ont développé un entraînement avec les voix des proches. C'est également une idée, donc les proches ont enregistré les 600 mots les plus fréquemment utilisés en anglais. Et du coup, il y a une étude comme ceci avec des voix de proches enregistrées, avec de bons résultats, puisqu'à chaque fois, on a de bons résultats sur le matériel entraîné. Quand on veut observer comme ceci les améliorations et les bénéfices de l'entraînement, eh bien, il y a eu également 4 études avec des mesures objectives. Donc, une première étude avec des mesures en électrophysiologie, avec une diminution de la représentation de l'enveloppe dans le bruit au niveau des réponses enregistrées, ce qui se rapproche en fait des résultats des normes entendants pour le groupe du coup entraîné. Par contre, d'autres études ne montraient pas de différence au niveau des PEA, par exemple. Voilà. Ensuite, il y a eu également une étude sur l'analyse de l'onde P300. Et du coup, pendant l'acclimatation des aides auditives, il y a eu une réduction du coup de cette onde-là, mais à la suite de l'acclimatation aux aides auditives. Il n'y en a pas eu suite à l'entraînement, mais par contre, il y a eu une réduction de l'amplitude qui était corrélée du coup avec le changement de signal sur le groupe entraîné, mais pas sur le groupe contrôle. Donc il y avait quand même une modification au niveau de cette onde 300 qui était significative. Et il y a eu une dernière étude avec une mesure de la pupillométrie, avec une dilatation plus rapide et plus large chez les sujets entraînés, ce qui se rapprochait en fait des valeurs des normaux entendants. Donc quelques mesures objectives qui montrent un petit peu ces progrès suite à un entraînement auditif. Alors,
l'entraînement auditif, là, de plus en plus, dans les différentes études et dans les différents logiciels américains, eh bien, allie également des tests, enfin des entraînements cognitifs. Et donc, 8 études sur 29 utilisent des entraînements auditifs et cognitifs, et c'est la plupart du temps intégré dans les logiciels que je vous ai cités tout à l'heure. La moitié des études qui n'utilisaient pas un entraînement cognitif ne trouvaient pas d'effet généralisé, alors que la plupart des études qui incluent un entraînement à la fois auditif et cognitif avec des exercices cognitifs mais basés sur du son, sur de l'audition, retrouvent des généralisations sur les tâches non entraînées et sur les questionnaires. Donc, si l'entraînement est à la fois auditif et cognitif, eh bien, on retrouve des bénéfices à la fois sur les tests d'évaluation au niveau cognitif, on retrouve des bénéfices sur la vitesse de traitement et sur une amélioration de la mémoire de travail. Et lorsqu'il n'y a pas d'entraînement auditif, eh bien, il n'y a pas d'amélioration des scores cognitifs. Voilà. Mais la plupart du temps, du coup, quand il n'y a pas d'entraînement cognitif, il n'y a pas spécialement d'amélioration des scores cognitifs. Et en conséquence, on a moins d'amélioration au niveau des scores auditifs. Alors, les bénéfices subjectifs avec les questionnaires. Par exemple, Olson, en 2013, note des bénéfices sur le questionnaire IOI-HA, sur le IOI-AI, mais pas de bénéfices sur le questionnaire SSQ. Les bénéfices ne sont pas significatifs après entraînement. Il y a plus de bénéfices perçus pour les nouveaux appareillés que pour les anciens, en règle générale. Et Ferguson en 2014, donc sur le SSQ, pareil, pas d'amélioration. Par contre, sur le questionnaire Glasgow, là, il notait une amélioration significative. Donc, il ne faut pas sous-estimer le résultat des questionnaires parce qu'on a une vision, nous audioprothésistes, des fois une vision technique de l'audition, des réglages, je vais mettre tant de gains sur telle fréquence, je vais faire de la mesure in vivo pour voir les réponses de mon aide auditive, etc. Mes scores, le score en tonal ou mes réglages par rapport aux cibles sont bons, les vocales que je fais sont bonnes, mais dans la vie de tous les jours, finalement, les questionnaires, c'est peut-être ce qui reflète le mieux les bénéfices du patient, en tout cas le ressenti du patient vis-à-vis de son audition et vis-à-vis des bénéfices apportés par l'aide auditive. Même si c'est subjectif et que ça peut avoir ce défaut-là, c'est quand même extrêmement important parce que ça va mesurer du coup l'effet sur la qualité de vie, l'effet sur la confiance en soi, l'effet sur la communication en général. Quand on reprend du coup maintenant la conservation sur les bénéfices. Donc il y a uniquement 7 études qui mesurent la conservation des bénéfices. Donc il y a 5 études qui ont mesuré un maintien des bénéfices avec des durées différentes bien sûr d'un patient à un autre et puis en fonction du matériel qu'ils ont utilisé à la fois pendant l'entraînement mais aussi pendant l'évaluation des résultats. Donc 2 études qui notent un maintien des scores pendant 2 à 4 semaines, 2 autres études qui notent un maintien des scores pendant 2 à 6 mois et une autre étude qui parle du coup la dernière étude là, qui parle d'un maintien de score pendant environ 8 mois. Et également sur les 7 études, 2 études pour lesquelles il n'y avait pas de maintien des bénéfices mesurés. La durée des entraînements dans toutes ces études, elle varie. Il y a 18 sessions d'entraînement en moyenne. Il y a peu d'études qui font moins de 10 sessions. Après, ce sont des études, ce n'est pas de l'utilisation au quotidien, ça reste des études. Du coup, avec des durées d'entraînement, avec des sessions de 15 à 90 minutes, 1 à 6 fois par semaine pendant 4 à 8 semaines, la plupart du temps. Du coup, Olson dit que les progrès les plus importants se font dans les premières séances, dans les 5 à 10 premières séances.
Et en général, du coup, dans la plupart des études, eh bien, il y a du coup au moins une trentaine d'heures d'entraînement en cumulé. Espacé ou non, ça c'est pareil, il y a eu également une étude là-dessus qui montrait qu'il n'y avait pas une grande influence. Je vais aller un peu plus vite pour pouvoir conclure. L'assiduité à l'entraînement, c'est un critère qui est important. Dans les études, l'assiduité est très très bonne. Jean vous parlera un petit peu dans la pratique clinique comment ça se passe. En tout cas, dans les études, on est à 70 ou 80% de personnes qui vont au bout du programme. Et ce facteur de motivation est extrêmement important. Donc, lorsqu'on a un programme d'entraînement, il faut absolument que les sujets voient leur progrès. Quand ils font un test de compréhension de mots, eh bien, qu'ils voient s'ils ont répondu juste ou pas. Ce sont des facteurs clés de l'entraînement. Le rôle de l'audioprothésiste, 10% quand même des audiologistes proposaient un entraînement auditif, ce qui a été relayé dans différentes études. Et à noter qu'Abrams, du coup, a noté que le temps de port des appareils diminuait. Il y avait un groupe entraîné et un groupe non entraîné, et avec, du coup, le temps de port qui diminue un petit peu plus chez les personnes non entraînées parce qu'elles vont peut-être s'impliquer moins dans leur processus d'appareillage. Bon, en conclusion, une grande hétérogénéité des résultats à la fois dans les méthodes d'entraînement, dans l'évaluation des résultats, parfois dans le profil des sujets, une grande hétérogénéité intersujet. Dans la majorité des études, quand même, on note des progrès qui sont généralisés, alors pas sur toutes les évaluations, mais la plupart du temps quand même. Donc un outil intéressant, en particulier durant la période d'acclimatation. La généralisation des bénéfices qui est améliorée et le maintien des bénéfices qui reste quand même à confirmer. Donc pour ceux qui... pour les étudiants, par exemple, qui font un mémoire sur l'entraînement auditif ou les personnes qui voudraient faire des petites études sur ces choses-là, faire bien attention à varier les types d'exercices. Plus c'est varié, plus on a de bénéfices. Varier le type de voix, pareil, plus c'est varié, plus on va retrouver des bénéfices. Inclure des tests cognitifs basés sur l'auditif, très important aussi. Voilà. Attention aux biais parce que les progrès qu'on mesure la plupart du temps ne sont pas forcément liés à l'entraînement, donc il faut vraiment être très vigilant là-dessus. Voilà. Merci. Je vais laisser la parole ensuite à Jean.